De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 13e saison, 11e heure de direct, 10e ville de notre marathon sur ces 2 jours. Et nous atterrissons gentiment à Mexico. Alors pour Mexico, bien évidemment, j'ai mes quelques invités. Et avec plaisir, j'accueille Vincent Demeyer. Bonsoir. Bonsoir. Donc Vincent, vous êtes April l'assureur, mais vous pouvez nous en dire un peu plus vis-à-vis de Mexico justement, enfin April à Mexico. Oui, bien sûr. Donc d'abord April, c'est un groupe français qui est né il y a 30 ans d'idée de changer l'image de l'assurance. Nous sommes aujourd'hui 4000 salariés répartis dans 30 pays, dont le Mexique. Et nous avons à Mexico des salariés qui sont à la fois sur l'activité assurance voyage pour les Mexicains, et puis nous avons une équipe dédiée à tous les expatriés qui s'installent au Mexique. On va passer du groupe à l'entreprise relativement plus récente. Donc j'accueille Marie Sorba. Marie, bonsoir. Merci, bonsoir. Donc vous avez créé votre propre entreprise à Mexico. Oui, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur. Je suis diplômée de Sciences Po Paris, spécialisée sur l'Amérique latine. J'ai fait un peu de recherche en politique publique, travaillé brièvement à l'ambassade de France à Mexico. Et ensuite, j'ai décidé de créer mon entreprise d'abord à Mexico dans l'import-export de vin corse. Et aujourd'hui, je développe une plateforme d'export mondial, mais depuis Paris. Très bien. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Lejon. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes avocate à Mexico, enfin au barreau de Mexico et au barreau de Paris. Alors, avocate au barreau de Paris, en exercice principal à Mexico, et ce depuis 1991. Donc ça fait quand même déjà maintenant quelques années. Quelques mois, ça fait voilà. Un petit moment en effet. Très bien, merci beaucoup David Ashton. Donc bonsoir. David, bonsoir. Vous êtes associé au bureau de Mexico City pour Mazars. C'est ça. Donc, on ne présente pas forcément Mazars, mais c'est bien d'expliquer ce que fait un cabinet d'audit. Je vais expliquer très vite. Mazars au Mexique, on est presque 400 personnes maintenant au Mexique depuis presque 10 ans maintenant. Et nous travaillons beaucoup forcément avec les sociétés étrangères implantées au Mexique, dont les Français. Très bien. Merci. Et Pascal Gras. Donc, Pascal, vous êtes installé au Brésil, on l'a su tout à l'heure. Maintenant... l'origine est bonsoir, pardon. Et l'origine est à Mexico, en fait. Oui, tout à fait. On a créé avec mon associé Vincent Segura une société de conseil en sécurité. On l'a créée au Mexique en 2002. On était tous les deux arrivés 2 ans plus tôt au Mexique comme conseillers en sécurité dans des groupes français. Et puis, petit à petit, on a développé cette société. Et en 2011, on a un de nos clients qui nous a demandé de fournir les mêmes services au Brésil. Et donc, depuis 2011, je suis au Brésil et Vincent s'occupe du Mexique. Du Mexique. Une équipe de taille sur le Mexique. On a, au Mexique, on a presque une centaine d'employés permanents. On a des bureaux sur la capitale, mais aussi sur Querétaro, Veracruz, dans différents États du nord du Mexique. Donc on est très bien installé et on a beaucoup de travail. Bonne activité. Alors on va aller interviewer Garance Tardieu. Garance, qu'avez-vous à dire justement sur la sécurité ? La problématique de la sécurité est quand même extrêmement compliquée ici au Mexique. On est loin des standards européens, des villes européennes, des capitales européennes. C'est pas quelque chose de nouveau. On le voit dans la plupart des médias européens. Qu'est-ce qui se passe ? Comment la sécurité est traitée avec l'armée, dans la rue, et tout ce genre de choses. Mais de manière générale, si on fait attention à où est-ce qu'on va, dans quel quartier on va, avec qui on y va, il n'est pas obligé de se passer quelque chose non plus. C'est juste question de faire un petit peu plus attention, d'être conscient que c'est une ville dangereuse, qu'il s'y passe énormément de choses et qu'il peut se passer des choses très rapidement. Mais en faisant attention, il n'y a pas de problème majeur, je dirais. Alors Pascal, pas de problème majeur. Sur Mexico City, effectivement, c'est pas la ville la plus dangereuse au monde. C'est une ville, pour rapidement la situer, qui est quand même une mégapole impressionnante. On a le district fédéral qui fait presque 9 millions de personnes. On rajoute, si on prend la zone métropolitaine de la vallée de Mexico, on rajoute plus de 19 millions de personnes. Donc on a des chiffres assez impressionnants dans une superficie qui représente grosso modo la moitié de la région Île-de-France. Donc moi je trouve que les Mexicains ne sont quand même pas des gens très violents, très conflictuels, parce que sinon
Si en Ça aurait déjà si en explosé. France, on devait regrouper autant de personnes dans Si cette petite. superficie, on aurait beaucoup plus de problèmes. Par contre, il y a effectivement des problèmes de délinquance, ça peut être violent, surtout dans beaucoup de régions au niveau du pays, du nord-est, la région de Veracruz. On est des endroits où la situation s'est bien dégradée. Donc ce qu'il faut surtout, c'est s'informer, parce que arriver à Mexico, la ville de Mexico, c'est pas du tout la même chose si on va s'installer dans la partie est que dans la partie ouest. Donc il faut savoir où on va s'installer, installer son domicile en fonction de son lieu de travail. Oui, tout à fait. Voilà, il y a pas mal de Il y a conseils. plusieurs réalités. Dans le Mexique, c'est un pays qui est très complexe, très divers. Et en fait, même dans Mexico, il y a plusieurs... il y a le quartier des étrangers où tous les étrangers habitent, qui est la Roma Condesa, Polanco, et qui va un peu à Coyoacán aussi. Ça regroupe pas mal d'étrangers. Mais dans le pays, c'est pareil. En fait, il y a des zones qui sont quand même bien dangereuses, je pense. Il y a des zones du pays où il ne faut pas nier non plus qu'elles sont dans des situations un peu délicates. Mais Mexico, on y vit quand même relativement bien. Oui, je pense tout à fait. Les perceptions à David. Oui, et quand on pense de notre point de vue des clients qui ont eu des problèmes au Mexique, le premier problème, c'est jamais la sécurité. Le premier problème, c'est le manque de compréhension du système fiscal au Mexique. Donc ça C'est une forme d'insécurité, mais elle est moins violente. Elle est moins violente, mais Elle est très pénible aussi. Pardon. Elle est très pénible aussi. Elle est très pénible aussi. Et c'est vrai, quand on parle de risque au Mexique, il n'y a pas uniquement la violence. Il faut s'informer correctement. On a des risques naturels. Je veux dire, au Mexique, de façon générale, il y a les cyclones. Mais bon, si on n'est pas sur la côte ouest, on est moins concerné. Mais dans la vallée de Mexico, on a le problème des séismes. On en avait eu un en 85 très très violent. Oui, on a eu un autre en 2017 Ça a marqué tout le monde. qui fait pas mal de victimes. Donc, et dans la ville, il y a une inégalité et on la retrouve ça, c'est risqué, avec justement. la zone fortement peuplée avec des revenus plus faibles qui sont sur ces zones sismiques où les ondes se propagent facilement et les beaux quartiers où on retrouve pour la plupart les étrangers qui sont sur la partie Lomas qui est de la roche et qui bouge beaucoup moins. Mais c'est vrai que pour avoir vécu quelques secousses, c'est violent. C'est violent, ça fait peur et ça peut traumatiser certaines familles. Sur le thème de la sécurité, oui, ce qu'on peut dire, c'est que quand on arrive à Mexico, on n'a pas forcément la sensation d'être dans une ville qui respire le danger. Hein, ça se passe plutôt très bien. Les Mexicains sont particulièrement avenants. Mais il y a des règles de bon sens qui sont importantes d'avoir, et notamment sur tout ce qui touche au transport, les taxis. Je ne veux pas faire publicité à une entité particulière, mais c'est vrai que Uber, de ce côté-là, a quand même facilité les choses, parce que où vous soyez dans le monde, c'est quand même finalement un moyen de se déplacer plutôt sécure. C'est vrai, surtout quand on est une femme, j'ose Exactement, dire, c'est voilà. Alors que les taxis, on peut avoir des doutes sur je le prends, je le prends pas, on n'appelle jamais un taxi en plein milieu d'une route. Enfin, il y a des... Oui, on il y a parlerait des mieux que moi, mais il y a des pratiques, règles de bon sens à prendre. Chaque pays a ses particularités et c'est vrai que ça en est une grosse, la différence entre le Brésil où on peut se déplacer en taxi sans problème et Mexico où des taxis, il faut s'en méfier. Il faut faire très attention, notamment quand on arrive à l'aéroport. On a parfois des rabatteurs qui disent taxi, et surtout pas, il faut prendre un taxi officiel à l'aéroport. Après, effectivement, il vaut mieux prendre un Uber, un VTC sur une application. C'est beaucoup plus sûr au Mexique qu'ailleurs. Donc voilà, il y a toujours les recommandations, on peut dire, de logique de base, le profil bas, de ne pas attirer l'attention avec des bijoux. Oui, avec, et puis, ce que vous dites sur les inégalités, en fait, ça résume. C'est quand même des problèmes de violence qui concernent surtout les Mexicains. Les étrangers sont généralement assez épargnés. On n'est pas une cible. Non, mais c'est un pays qui est très inégalitaire et donc, comme dans tous les pays où il y a des fortes inégalités entre les revenus, le clash des classes est un petit peu plus violent. Mais je pense que les étrangers, sauf exception, qui sont assez dramatiques, mais qui sont très médiatisés et qui, justement, ne sont pas... je pense que les délinquants évitent en général de se mettre aussi dans les problèmes avec les étrangers. Le Mexique, souvent les gens ont peur parce qu'on leur parle d'enlèvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'enlèvement, mais ça ne concerne pas les étrangers. Il y a très peu de cas d'enlèvement d'étrangers. Ça concerne surtout les Mexicains. Après, effectivement, nous, on travaille beaucoup plus avec des sociétés qu'avec des particuliers. Beaucoup pour des problèmes relatifs à du vol de marchandises.
Oui. Voilà, ça, c'est des Alors là, sur justement la sécurité sécurité des marchandises, alors dans le vin, c'est bien évidemment fortement... Moi, je disais que le gros problème, c'est pas tant la sécurité des marchandises, c'est la corruption. Ça, c'est un vrai problème au Mexique. C'est lié à ça. Et d'ailleurs, est lié à l'insécurité aussi, hein, mais c'est tout le système bureaucratique. Je pense qu'on va aborder le sujet après, mais il y a toujours, comme au Brésil, le jeitinho, la petite porte par laquelle il faut passer pour débloquer de la marchandise plus facilement des douanes, par exemple, ou pour arriver à faire les choses. Le pot de vin marche encore très très bien. C'est votre vision. Oui, et c'est là où il faut... Comme de l'art, vous voyez ça comment. Et c'est là où il faut, comme une entreprise qui veut s'implanter au Mexique, il faut vraiment être bien conseillé et chercher des partenaires très fiables, soit des avocats, des experts comptables. Et dans l'exemple du vin, par exemple, si on n'a pas un agent de douane qui est compétent et comprend comment on travaille avec les étrangers, ça va forcément passer mal. Mais ça peut se passer bien si on fait l'investissement initial de rechercher quelqu'un compétent, fiable et qui a l'habitude de travailler avec les Européens, par exemple. Oui, on va justement aller interroger Florent Housset. Donc Florent, quel conseil donneriez-vous à une entreprise française qui souhaiterait s'implanter sur place ? Mais il faut avant tout bien se renseigner. Je pense que la Team France est bien présente, que ce soit l'ambassade, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit Business France, que ce soit les conseillers du commerce extérieur. Nous sommes très présents. Il faut venir nous voir et déjà éviter de perdre du temps. Je pense que quand un entrepreneur vient au Mexique, il n'a pas trop de temps à perdre. Qu'il vienne nous voir, on le mettra en contact avec les bonnes personnes et c'est ça l'important. La difficulté, c'est d'arriver au Mexique qui semble un pays qui est un pays latin. Donc nous avons l'impression, et c'est peut-être un petit peu nos tendances en tant que Français, que nous savons. Donc on veut y aller seul, on veut aller vite, et pas forcément dépenser ni de temps ni d'argent. C'est le piège. Parce que là, c'est pas peut-être, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc y aller seul, c'est raté d'avance. Stéphanie, une réaction justement d'un conseiller du commerce extérieur, milieu que vous connaissez parfaitement bien. Oui, tout à fait. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Florent. Ce qui est essentiel au Mexique, c'est d'être accompagné. On est très bien accueillis, on se sent très rapidement chez soi, et en même temps, ça n'est pas tout à fait vrai. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les bons conseils de personnes, des bons experts. Il faut un petit peu faire attention aux offres globalisées qui des fois elles-mêmes font appel à des experts qui ne sont pas forcément les bons. Il y a des responsabilités des entreprises à choisir, par exemple dans le domaine du portage salarial, qui est quelque chose de fréquent. L'entreprise qui fait du portage salarial doit payer les charges sociales et l'entreprise qui va s'implanter est co-responsable du paiement de ces charges. Donc il faut vraiment s'informer et ça se passera bien parce qu'il y a vraiment de très bonnes compétences. S'appuyer sur les conseillers du commerce extérieur de la France également. C'est un réseau de plus de 4500 personnes de par le monde, des hommes et des femmes qui sont des cadres dirigeants, des professionnels libéraux, des bénévoles, des entrepreneurs et qui sont au service justement des entreprises dès lors qu'elles veulent s'implanter. Et il y a un réseau d'experts et de conseils qui est important. Donc je crois que c'est effectivement le réflexe qu'il faut avoir et de se faire épauler. Très vite accompagné. Oui. Alors, vous êtes un peu parti à l'aventure, justement. Oui, mais j'étais jeune. Mais il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Moi, j'étais jeune diplômée et j'avais eu une expérience justement professionnelle au Brésil. Et j'ai choisi de repartir au Mexique justement parce que je connaissais quand même les règles migratoires notamment. Donc je suis partie avec un visa touriste. J'ai travaillé dans un centre de recherche en politique publique et en fait l'ambassade j'ai été contactée, je ne me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, mais bon en tout cas j'ai été embauchée par l'ambassade qui m'a fait mon visa et ensuite j'ai été légale et donc j'ai pu faire les papiers pour créer mon entreprise quelques mois plus tard. Et c'est une grosse aventure. Du temps. Oui, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai été accompagnée. Je connaissais déjà beaucoup de monde au Mexique et mon associé, la personne qui m'a aidée, est un avocat mexicain. Et je n'aurais pas pu le faire, je pense, sans lui. Parce que donc, il y a un accompagnement. Ah non, mais bien sûr, c'est incontournable. Un accompagnement qui est important. Oui, tout à fait. Comme l'a bien dit Florent, que je connais bien et que je salue, on cherche parfois à faire des économies au départ, surtout quand on est PME. Et en fait, c'est un mauvais calcul. Il y a une expression mexicaine d'ailleurs qui dit « lo barato sale caro ».
C'est-à-dire que si on cherche à démarrer avec des petits prix, au final, ça coûte bien plus cher. Donc il est indispensable de bien s'entourer, d'être bien conseillé, d'avoir d'un côté un bon avocat, un bon comptable. Ce sont les deux choses indispensables pour bien démarrer. Et après, il y a toute la partie culturelle, on va en parler plus tard, qui est importante aussi, parce que c'est pas parce que le Mexique est un pays latin, qui nous paraît français, qui nous aime bien, que ça va marcher tout de suite. Voilà. Oui. Il est important de se préparer. Et on peut justement, parce que c'est vrai qu'on est tellement bien accueillis qu'il y a beaucoup de Français qui ont l'impression que justement ils tombent dans le piège de... C'est très informel, la communication classique. Si on va arriver au Mexique, ça va super bien passer. On va déjeuner avec un avocat qui recommande son ami comptable, qui recommande son ami agent de douane, et tout paraît absolument fantastique. Et la réalité derrière, c'est autre chose. Donc il faut vraiment se méfier. Une règle de base aussi très importante dans le cadre des partenariats, ne jamais prendre les conseils du partenaire. Jamais. Il faut aller prendre des conseils indépendants. Donc, il y a effectivement toute une série de règles qu'il faut quand même respecter dans la mise en place d'une activité au Mexique. Et le fait que les Mexicains sont des gens extrêmement accueillants, chaleureux, endort un petit peu. Oui, forcément. Enfin, dans notre réaction personnelle, ça endort. Oui. Voilà. Donc, si on résume, c'est vraiment l'expert comptable, l'avocat. Je rappelle quand même le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, qui est quand même un bel outil français qu'il ne faut pas omettre, et où on a des gens qui, là, du coup, peuvent nous présenter, pas forcément de notre domaine d'activité, mais peuvent nous présenter des partenaires sur justement l'avocat, ainsi de suite. Oui. Et comme on n'est pas dans le même domaine, il y a beaucoup moins de risques, du coup. Oui, pour la PME, certains grands groupes peuvent prendre même des entreprises sur le réel pour les accompagner en phase de démarrage. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfois peu connues, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de grandes entreprises françaises qui, en effet, incubent, si on peut dire, ce que vous avez fait, en gros... C'est l'histoire de votre entreprise. Tout à fait, oui. Quand on a démarré, quand on s'est lancé, on avait vraiment de tout petits moyens. Et on a notre comptable à l'époque qui nous a aidés, qui nous a sous-loué un bureau. Et c'est comme ça qu'on a réussi, avec ses conseils, en plus, de pouvoir démarrer tranquillement. Dans les meilleures conditions, à des coûts... Mais c'est vrai que le Mexique, je peux bien comparer maintenant, puisqu'après avoir créé aussi une société au Brésil, c'est un pays où on est très bien accueilli, où les choses sont quand même assez simples, mais on peut se faire endormir facilement. Oui. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour Mexico. Je vous rappelle que vous pouvez commenter, réagir en direct sur Facebook et sur Twitter. #24HChronoTV. Alors, sur Mexico, on parlait de sécurité tout à l'heure, on parlait de sécurité fiscale et financière. Alors justement, c'est un peu complexe quand même. Enfin, il faut être bien conscient de ce qui se passe. C'est un peu complexe. C'est justement, comme on disait avant la pause, de se méfier de... C'est une culture latine, donc forcément c'est pareil. C'est absolument pas le cas. Le Mexique a un régime fiscal assez rigide, très focalisé sur la forme au-dessus qui est plus important que le fond. Et le système est assez avancé. C'est un système dématérialisé depuis 5 ans. Donc, si on arrive et on pense qu'on peut organiser ça de façon un peu détendue, on regarde ça dans quelques semaines, dans quelques mois, ce n'est pas du tout le cas. Le moment qu'on crée une société, avant de pouvoir commencer l'activité, on va immatriculer la société pour les raisons fiscales. Et à ce point-là, les obligations commencent. Donc, c'est des obligations mensuelles, comptables et fiscales.
Et peut-être au début, on va penser, je vais attendre 2 ou 3 mois, c'est pas trop grave, je ne fais pas de chiffre d'affaires pour l'instant. Mais il faut se méfier parce que si on n'est pas à jour avec les déclarations comptables, le gouvernement a la possibilité de littéralement fermer les portails où on fait la facturation. Donc, et comme ça, tout ça, c'est organisé avec le data. C'est totalement possible et on voit ça avec les clients s'ils ne sont pas à jour avec ces affaires fiscales. Donc, ça, c'est vraiment important qu'on prenne ça au sérieux depuis le premier jour. D'accord, c'est un point très important. Absolument. Ouais. Alors sur l'aspect juridique, encore une fois, on n'est pas tout à fait chez nous, on est vraiment différent. Comment ça se passe? Alors on n'est pas très différent. Système de droit civil. La loi générale sur les sociétés commerciales au Mexique ressemble beaucoup à la loi française. Donc on a à peu près les mêmes formes sociales. Donc on ne va pas forcément être très loin d'une réalité que l'on connaît. Donc je dirais que de ce point de vue-là, on est constituer une société n'est pas un obstacle majeur au Mexique. L'investissement étranger est ouvert dans pratiquement tous les domaines. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent qu'il vous faut nécessairement un partenaire mexicain pour vous implanter. C'est une fausse information qui circule quand même assez largement. Trop souvent. J'ai très souvent des gens qui viennent et me disent ça, ou ont déjà constitué une société et ont parfois un partenaire qu'ils n'ont pas forcément bien choisi et qui est un peu encombrant. Donc ces choses-là, il faut vraiment, on revient à la même chose que tout à l'heure, il faut bien s'entourer. Après, il n'y a pas de difficulté majeure dans les constitutions de sociétés. Oui, justement, si je regarde les clients avec qui on a travaillé les derniers 5 ans, 90% de toutes les nationalités, ils commencent avec le petit start-up, une ou deux personnes implantées sur le marché mexicain. Dans 90% des cas, après 3-5 ans, ça marche très bien, très très bien. Donc, même si on parle des avertissements et oui, le développement, il faut être sérieux, il faut faire les choses correctement, mais une fois que les choses sont faites correctement, le business fonctionne, ça marche bien. C'est ça, le déploiement en 100 personnes, en combien d'années pour vous? Pour nous, on a créé la société en février 2002. On l'a autofinancé en 2 ans, ce qui était pas mal du tout, mais à l'époque, on avait une 30aine de personnes. Et puis après, ça peut fluctuer en fonction des contrats. Et voilà, il y a 2 ans, on avait 90 employés, on était redescendu un peu, là on vient de remonter. Mais bon, là ça fait maintenant, on a créé, ça fait plus de 16 ans qu'on est et ça marche bien. Au Mexique, et ça marche bien parce qu'on a su développer. Le réseau, c'est important. Il faut connaître, il faut avoir des contacts avec les autorités, il faut avoir la confiance des Mexicains. Et donc, c'est un travail sur le long terme, mais qui est intéressant, qui est payant. Alors vous, Vincent, votre vision, justement, sur le développement du business d'April sur le Mexique, oui. Alors, en fait, notre développement là-bas, il se fait, comme je vous le disais, sur l'assurance voyage des Mexicains qui voyagent et ça fonctionne plutôt très bien. C'est un marché qui est en croissance depuis maintenant 10 ans. C'est constant. La zone a l'air de plutôt bien s'émanciper. Et puis, nous avons également, on va dire, une activité totalement dédiée à la réception des expatriés, donc des impatriés vus du Mexique. Et là aussi, ça a beaucoup cru. On a un certain nombre de partenaires là-bas et on a un gros portefeuille de clients. Ce qui est, j'allais dire, important de noter et intéressant de savoir, c'est que notre activité est en croissance, mais celle des hôpitaux locaux est également en croissance. Ce sont quand même des champions du monde de la facturation. On va revenir sur le système. Je ne vais pas dire exagéré, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être très attentif. Très attentif, oui. Très bien. Je vous propose une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants.
I can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau de TV5 Monde avec mes invités pour Mexico. Alors, on a évoqué pas mal de sujets. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir un peu les secteurs porteurs pour des dirigeants français. Alors, j'ai tendance à me tourner, bien évidemment, vers Marie, qui, elle, est en train de développer son business. Donc, à votre avis, justement, quels sont les secteurs un peu importants pour le Mexique? Alors, moi, je parlais de celui que je connais, mais évidemment, quand j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à la gastronomie en 2015, fin 2015, le Mexique était le 3e pays en plus forte croissance de consommation de vin dans le monde, après le Nigeria et la Pologne. Donc, moi, j'ai découvert ça. Mais c'est vrai qu'il y a, pour le vin, en tout cas, il y a beaucoup de produits français. La gastronomie mexicaine est extrêmement riche. Ils aiment manger. C'est un pays où... Et on mange bien. Oui, on mange très, très bien. On mange bien, voilà. Il y a une cuisine qui est très riche et ils s'intéressent beaucoup aux produits... là où on a un avantage en France, c'est sur les produits en développement durable, en fait. Les vins en biodynamie, bio, parce qu'on est quand même précurseur encore là-dessus. On est toujours synonyme de vin de qualité, mais on fait des choses différemment. Les chefs se rapprochent beaucoup des agriculteurs pour avoir des petits produits. C'est pas un pays qui produit du vin depuis très longtemps. Ils le font. Il y a eu des petites exceptions, mais ils sont surtout portés sur les alcools forts et les spiritueux. Mais par contre, ils en consomment beaucoup et les goûts changent. Évolue très vite. Oui, on passe d'un marché consommateur de rouge à des consommateurs de blanc et des rouges plus fins, plus délicats, pareil sur les blancs. Et donc, dans toute la gastronomie, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes pour nous, les Français, parce qu'on a beaucoup de choses à apporter. Ah ben là, sur la gastronomie, on a des choses à dire, oui. Je voudrais dire quelque chose qui est complémentaire, c'est que le secteur de l'agriculture biologique au Mexique est en plein boom. Oui. C'est un secteur qui a 30% de croissance par an, alors qu'en France, en Europe, on est à 10%. Donc ça, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est un secteur intéressant. Il y a des Français qui se sont implantés, ce qu'on appelle les entreprises françaises de l'étranger, dans ce secteur-là, et pour qui ça marche très très bien. Donc c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui est complémentaire. Et c'est lié, oui. Les produits biologiques. David, justement, vos clients, votre perception à vous? Souvent, les grands secteurs porteurs du pays, pour le moment, c'est le secteur financier, le secteur du pétrole. Le Mexique reste avec des réserves très grandes en termes de pétrole. Et ils ont ouvert le marché à l'investissement étranger il y a 5 ans, qui a attiré beaucoup d'investissements étrangers, soit européens, soit de l'Asie et des États-Unis. Et l'autre secteur qui est très important, c'est le secteur de ce qui s'appelle en espagnol le maquiladora. Donc, ça, c'est le secteur d'assemblage qu'il y a peut-être 20-25 ans, c'était des usines avec des salariés pas très bien payés qui faisaient l'assemblage des voitures, des télévisions, des choses comme ça en sous-traitance pour les sociétés américaines. Ça a beaucoup changé parce que ça existe encore, mais le type de travail qu'ils font là, maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué. Si on regarde les usines de safran, par exemple, au Mexique, ils ne sont pas en train de construire des avions avec des salariés de salaire très bas. Mais ça, c'est des secteurs porteurs, mais il ne faut pas oublier que le Mexique, c'est un pays de 120 millions de personnes avec une classe moyenne qui est en pleine croissance. En pleine croissance. Donc, justement, on parle du secteur de l'agriculture biologique, le secteur du vin. Tous les secteurs sont intéressants pour les Mexicains parce qu'il y a une classe moyenne en croissance. Donc, si on a un entrepreneur français qui veut s'implanter au Mexique, il va trouver un marché. C'est ça qu'on voit avec tous nos clients. Dans le secteur pétrolier, il va y avoir la construction d'une raffinerie qui s'appelle la raffinerie Dos Bocas dans l'état du Tabasco, qui va être lancée. L'appel d'offres devrait être lancé au mois de mars de cette année. Ça fait partie des grands projets d'infrastructure du nouveau gouvernement. Donc c'est un secteur qui a connu un petit peu... des difficultés, mais... Un petit peu, enfin on va dire que la réforme énergétique a un petit peu plus de mal à se mettre en place que prévu, mais elle fonctionne. Il y a des domaines dans lesquels les entreprises peuvent aller et le secteur s'est quand même considérablement ouvert. Donc ça, les entreprises françaises devraient être à l'affût, effectivement. Oui, très ouvert, et ce secteur, pour le parti étranger, c'est très transparent aussi. Donc il ne faut pas avoir peur d'avancer dans ce secteur. Votre perception à vous? Il y a des secteurs qui sont très dynamiques. Quand on parlait de safran tout à l'heure,
L'État de Querétaro, qui est à 2 heures de route de Mexico, a tout fait pour attirer des investisseurs dans le domaine de l'aéronautique, donc avec l'équivalent d'une zone franche, donc une université consacrée, dédiée aux formations professionnelles pour l'aéronautique. Donc il y a un dynamisme important. Après, il y a une part d'incertitude avec ce nouveau gouvernement qui vient d'être élu, avec aussi le voisin du Nord qui veut à tout prix construire son mur. Donc voilà, il y a certains secteurs qui seront peut-être touchés. Qu'il faut regarder avec prudence. Voilà, il faut regarder avec prudence, mais c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et donc, ça vaut la peine. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Alors, je vous propose qu'on aille interroger Julien Martin, qui est résident à Mexico. Quel tarif pour le logement à la location? Concernant la question du logement dans la ville de Mexico, les prix à la location restent en général abordables. Alors, il varie beaucoup d'un quartier à l'autre, mais à titre d'exemple, pour un appartement de 50 à 60 mètres carrés situé dans le quartier Roma Condesa, quartier normalement où les jeunes, les classes moyennes supérieures aiment vivre, eh bien compter entre 450 et 600 euros. Le problème qui va se poser assez rapidement, c'est le problème du FIADOR, c'est-à-dire l'équivalent de la caution solidaire en France. En effet, pour louer dans la ville de Mexico, on vous demande souvent une caution solidaire qui soit également propriétaire dans la ville de Mexico, ce qui est pour des étrangers très difficile, voire tout à fait impossible. Alors face à cela, il y a plusieurs solutions, mais vous aurez sans doute à payer plusieurs mois de garantie, voire 1 an de loyer à l'avance. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, pour ceux qui vivent à Mexico, comment vous percevez cette intervention? Oui, ce que dit Julien sur le FIADOR, c'est absolument le cas. Si on arrive avec une entreprise, on peut utiliser l'entreprise comme FIADOR, mais si on n'arrive pas, peut-être tu as un meilleur exemple. Oh, bah, moi, en 4 ans, j'ai déménagé 14 fois, donc je ne sais pas si... C'est un hôtel, en fait. C'est pas une location. Je suis contente de déménager un peu moins. Mais non, les prix ont beaucoup augmenté. Du coup, en sautant d'un appartement à un autre, on s'en rend quand même bien compte. Je crois que depuis le tremblement de terre de septembre 2017, ça a encore augmenté, notamment dans les quartiers des étrangers. Le FIADOR, on trouve des solutions. C'est pas le plus compliqué. Après, je ne sais pas si c'est une bulle dans l'immobilier, dans les quartiers des étrangers, mais en tout cas, les loyers sont très chers et des fois, il y a pour des services assez moyens, des appartements qui peuvent être très délabrés. Donc, sur le sujet des loyers, alors je ne sais pas si ça touche autant le marché du particulier que celui de l'entreprise, mais ce qui est un peu étonnant avec les événements du séisme de 2017, c'est que historiquement, quand on voulait louer des bureaux d'entreprise, on cherchait plutôt à prendre des étages élevés parce que c'est quand même plus agréable d'avoir une belle vue et voilà. Et on constate qu'en fait, depuis début 2018, tout s'est inversé parce que tout le monde veut être au premier ou au deuxième étage, voire au rez-de-chaussée. Donc ça a inversé la spéculation financière sur les loyers. Donc je ne sais pas si vous vivez ça en tant que particulier sur place, mais c'est assez incroyable de voir qu'un événement comme ça, en fait, a inversé complètement la valorisation des biens immobiliers, notamment pour celui des entreprises. Alors, pour l'histoire des baux, je voudrais rajouter quand même quelque chose. Il faut lire les baux. Il faut les faire relire. Au Mexique, on a une spécificité également, c'est que c'est une fédération. Donc, selon l'endroit où vous allez vous établir dans le pays, vous n'aurez pas le même code civil et pas forcément les mêmes règles. À Mexico, pour un particulier, dépôt de garantie 1 mois. On ne doit pas vous demander plus. Il se met désormais en place des systèmes de garantie par assurance. Donc je ne sais pas si après ça intéressera vos secteurs parce que vous êtes plus sur le secteur santé, mais les assurances ont affaire dans ce domaine-là. C'est en train de se mettre en place et donc vous n'êtes pas obligé de payer 1 an de loyer d'avance ou de faire appel à une fiançaille extérieure. Il y a des possibilités. En revanche, lisez les baux. C'est au niveau des départs qu'il peut y avoir aussi des surprises. Des surprises un peu. Ouais. Très bien. Alors, pour changer de sujet sur la vie quotidienne, on en arrive à la vraie problématique de la santé. Comment ça se passe sur place? Comment vous le vivez? Justement, en tant qu'assureur, vous avez une vraie vision de la santé sur place. Oui, et puis alors, ce sera intéressant de compléter avec la vie de nos assurés sur place ou des personnes sur place. En fait, le Mexique n'a pas une protection sociale collective très développée.
Et de fait, il y a eu un essor des hôpitaux privés assez conséquent. Il y a un acteur notamment qui a réussi à rafler 80% de parts de marché sur la zone de Mexico-DC et qui s'amuse à faire une certaine, on va dire, inflation médicale sur l'ensemble des coûts. Bon, première règle, avant de partir avec qui que ce soit, mais que les gens se renseignent pour s'assurer avant, parce qu'on ne part pas dans ce pays-là sans être bien assuré. Enfin, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, je crois que tout le monde était d'accord avec ça. Il y a une très grande hétérogénéité des réseaux médicaux et des praticiens. Donc nous, ce que nous amenons, c'est aussi le fait d'avoir un certain nombre de praticiens. C'est la connaissance du réseau, justement. Exactement. Alors, de toute façon, dans les faits, quand vous êtes expat, vous rentrez dans une communauté d'expatriés, on se renseigne, j'imagine, sur va plutôt là pour le pédiatre et va plutôt ici pour tel spécialiste. Mais nous mettons, à disposition 850 praticiens, 37 hôpitaux avec lesquels nous avons des accords pour faciliter le parcours des clients. Petit point pour ne pas être long sur le sujet, attention aussi à la culture locale on va dire la surconsommation de la chirurgie, de choses comme ça, qui ne sont pas uniquement faites. On va sur un outil de consommation, vous avez dit le mot consommation. Ouais, exactement. Tout à fait. On a, quand on n'est pas habitué forcément à vivre à l'étranger, c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en compte et comprendre. On n'est plus en France où vous pouvez vous présenter à l'hôpital aux urgences et on va vous soigner sans aucun problème, sans rien vous demander. Où on n'a pas forcément en France l'idée de ce que coûte une opération, de ce que coûte une nuit d'hôpital. On a une fausse idée de la consultation, du coût de la consultation médicale, parce que c'est pris en charge en bonne partie par l'État. Quand on arrive au Mexique, et en 11 ans de Mexique, j'ai eu quelquefois l'occasion d'aller à l'hôpital, soit pour les accidents personnels en moto, soit une fois j'y suis avec mon associé qui avait besoin de points de suture un peu partout. Et on est arrivé à la porte de l'hôpital, il était en sang, et la première chose qu'on nous a demandé, c'est la carte de crédit. Pas de carte de crédit. À l'américaine. Vous pouvez rester sur le trottoir à baigner dans votre sang. Donc, on est vraiment, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment très content et qu'on est très content d'être très bien assuré. Parce qu'il y a effectivement plusieurs possibilités. Dans mon cas, j'ai la CFE qui permet de garder un lien avec la sécurité sociale en France et avec April comme complémentaire. Et là, effectivement, quand on a... on ne peut pas faire d'économie sur la santé. Parce qu'en l'espace d'une opération, vous pouvez perdre toutes vos économies. Et tout. Donc, c'est une chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Une simple appendicite, c'est 9 200 € en moyenne sur Mexico. C'est pas très cher, hein, c'est 2 fois plus cher aux États-Unis, voire 6 fois plus cher selon l'établissement dans lequel vous allez. Mais oui, tout à fait, c'est hyper important de se renseigner avant. J'ai oublié de le préciser, mais nous sommes effectivement partenaires de la Caisse des Français à l'étranger, donc on peut compléter la Caisse des Français à l'étranger, on peut compléter la sécurité sociale pour un détaché, c'est-à-dire quelqu'un qui garderait complètement son régime français. Et nous faisons également des couvertures au premier euro, au premier peso, pour les gens qui décident de s'affranchir de tous les systèmes français et de partir... j'allais dire léger sur la partie assurantielle. Très bien, je pense que c'est très très clair. On va aller interroger Hajer Najjar sur quelles sont les différences culturelles. Alors les différences culturelles, je pense qu'une différence qui est très importante, c'est la notion du temps. Une notion du temps qui est complètement différente à la notion du temps du français, puisque en général le Mexicain n'est pas très ponctuel. Il va dire ahorita, et ahorita ça pourrait être dans 2 minutes comme dans 3 semaines. Donc une notion du temps qui est très difficile, donc il faut avoir beaucoup de patience. Une grande qualité à développer pour faire des affaires au Mexique. Alors justement, cette notion du temps, David. Oui, ce que Hajer vient de dire, c'est vrai, le phénomène de ahorita au Mexique, c'est bien connu, mais je dirais que dans les secteurs dont on a parlé, donc les avocats, les experts comptables, les conseillers des entreprises étrangères, normalement maintenant on trouve beaucoup de Mexicains qui ont eu beaucoup d'expositions au niveau international, et si c'est un avocat de bonne qualité et un Français arrive qui est en train de travailler avec lui, cette personne va arriver à l'heure, parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça travaille, et c'est un moyen de rassurer l'investisseur potentiel que moi, je connais faire les choses correctement. Et ça, c'est très important, ce point.
Oui, moi, moi je dirais que la difficulté principale avec les Mexicains, c'est pas le temps, parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils savent pas dire non. Et pour moi, le ahorita, c'est plutôt une manière de ne pas dire non. Et il faut insister beaucoup, en fait. Il faut être assez... c'est des négociateurs qui peuvent être assez durs au Mexique. Ils sont très gentils. On est toujours très bien accueillis, encore une fois, mais quand on parle de business, on parle aussi de business. Donc il ne faut pas se laisser endormir, encore une fois, par les préjugés. C'est vrai qu'avec les employés, nous, on a été amenés, surtout quand on veut former des cadres, des gérants, à leur apprendre à dire non. Parce qu'effectivement, culturellement, ils ont du mal à dire non. Et le problème, c'est que nous, surtout dans la sécurité, quand on donne une mission, si le gars il dit oui, c'est qu'on espère que ce soit fait. Donc, parce qu'après, quand il arrive le lendemain et que tout n'a pas été fait, et que là, il y a le mot magique, lo que paso, donc non, lo que paso, non. On leur explique, c'est pas facile, mais on leur explique. Et moi, il est arrivé que je donne volontairement, avec mon associé, on donnait une charge de travail. On savait pertinemment qu'il ne pourrait pas la faire. Et si, réfait. Et il s'en va. Et puis à un moment, on le rappelle en disant, alors maintenant, explique-nous comment tu vas faire. Parce que là, c'est pas possible. Culturellement, c'était très compliqué. Et là, il faut lui expliquer. On dit, si tu me dis oui, si tu me dis non tout de suite, tu ne vas pas perdre ton emploi. On va s'organiser autrement, on va le faire. Si tu me dis oui et que ce n'est pas fait, là, tu peux perdre ton emploi. Ça demande de la patience. Sur une comparaison managériale, parce qu'on a la chance d'avoir des salariés partout dans le monde, donc on compare l'Asie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, enfin bref. Parce que ça, c'est pas le seul pays où on ne sait pas dire non. Non, exactement. Et l'Asie, de ce côté-là, est assez remarquable. Mais ce qui est, je trouve, marquant au Mexique, c'est qu'effectivement, on sent que dire non à un chef, ou en tout cas à une autorité supérieure, c'est très douloureux pour eux. Donc c'est pas tellement qu'ils fuient ou qu'ils ne veulent pas, c'est cette remise en question, par exemple, d'une consigne, où on s'attend à ce que les gens qui connaissent une situation particulière et soient capables de vous dire non, là, c'est pas une bonne idée parce qu'on va avoir d'énormes problèmes, ils ne le feront pas. Donc il faut du temps, comme vous le disiez exactement, pour, on va dire, éduquer, entre guillemets, cette relation-là entre nous en disant non, mais si tu sais que ça ne peut pas se faire, tu me le dis, parce que ça va avoir d'énormes implications si tu ne le fais pas. Et pour le coup, je trouve sincèrement que les Mexicains, bien encadrés, bien accompagnés, ont cette qualité de vouloir apprendre, et je crois que de le faire, par exemple. Et une fois qu'ils ont bien compris ce sujet, je vous assure qu'ils sont à l'heure aux réunions, qu'ils délivrent le service. Mon cher Vincent, je vais vous laisser les 2 mots de la conclusion. S'il y avait un point qu'il faut absolument retenir pour un chef d'entreprise français qui veut s'implanter à Mexico ou au Mexique de manière générale. Si je peux prendre 2 mots, le premier, c'est l'attractivité du Mexique. C'est un plaisir de travailler avec les Mexicains, donc allez-y avec beaucoup de plaisir. Et un mot de conseil, c'est préparer avant d'y aller tout ce qui touche à la protection sociale. C'est toujours mieux d'en discuter avant que de le faire. Social, juridique et comptable. Exactement. Un bon comptable, un bon avocat et une bonne protection sociale et une bonne sécurité. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour l'émission suivante. Nous partons à Toronto.